راهي commencer l'enregistrement. Enregistrement. Parfait. Bien. Donc, je rappelle donc qu'on est encore dans dans le premier axe, les actes de commerce commerçant. Alors, dans cet axe, donc, j'ai prévu 4 points: la détermination, la classification des actes de commerce, les limites à l'exercice du commerce et les obligations du commerce. Donc, nous avons d'abord délimité donc le champ du droit commercial à travers la notion d'acte de commerce. Et donc ça, bien évidemment, nous l'avons délimité dans une conception objective par rapport à la conception subjective. Donc, je vous ai déjà expliqué la différence. Ce qui nous a permis un peu de définir le commerçant, non pas par rapport à la personne elle-même, mais par rapport aux actes. Et donc, c'est là où on a justement survolé les différents articles qui nous ont permis de faire une typologie ou une classification des différents actes. Et vous avez noté les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. Alors ensuite, nous avons enchaîné avec une classification et nous avons retenu la classification du code de commerce à travers donc les opérations de négoce, les opérations industrielles, les opérations financières, les opérations d'intermédiation, de prestation de services et la lettre de change. La classification traditionnelle. Donc, nous avons essayé un peu de joindre les deux. Donc, les actes de commerce par l'objet ou par nature. Et je vous ai donné quelques exemples: opérations commerciales, les opérations industrielles, les opérations financières, les opérations d'intermédiaire et de prestation de services. Les actes de commerce par la forme. Et là, vous avez noté que ce sont des actes qui sont commerciaux, quelle que soit la personne qui les accomplit. J'ai donné l'exemple de la lettre de change et du billet à ordre, même quand la transaction est commerciale, même s'il est signé par un non-commerçant, et l'activité des sociétés commerciales. Ensuite, les actes de commerce par accessoire, c'est-à-dire ce sont des actes qui intrinsèquement, fondamentalement, ce sont des actes civils, mais parce qu'ils sont faits par un commerçant, pour les besoins de son commerce ou à l'occasion de son commerce, ils deviennent des actes de commerce par accessoire. Et je vous ai parlé également des actes mixtes, c'est-à-dire des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l'autre partie. Dans un troisième point, nous avons traité les limites à l'exercice de l'activité commerciale. On est parti du principe que tout Marocain a le droit d'exercer une activité commerciale, mais parfois dans un souci d'interdiction, parfois pour une question d'ordre public, d'autres parce qu'il fallait protéger donc une activité, parfois pour des questions d'éthique ou de déontologie, et parfois en tant que sanction. Donc nous avons commencé par les incapacités, et là nous avons traité le cas du mineur marocain, le mineur étranger et le majeur incapable. Par rapport au mineur marocain, donc vous avez retenu que le principe est que toute personne qui n'a pas atteint l'âge de majorité qui est fixé à 18 ans grégorien révolu, donc رشحت لكم شنو هي grégorien révolu, هي 18 سنة ميلادية, est considéré comme mineur. Dans la condition juridique du mineur marocain, donc nous avons noté deux autres dates. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les actes accomplis par le mineur sont considérés comme nuls. Nous avons également noté qu'à partir de 12 ans révolus, l'enfant est doué du discernement et qu'à partir de 16 ans, le mineur peut être émancipé, c'est-à-dire il peut demander à être affranchi de la tutelle et bénéficier d'une majorité anticipée. Par rapport aux mineurs étrangers, nous avons noté que nous avons deux situations. Soit que sa loi nationale à lui prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine, et auquel cas il est réputé être majeur pour l'exercice du commerce quand il atteint 18 ans révolus. Le deuxième cas, c'est quand sa loi nationale
prévoit un âge de majorité inférieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Et auquel cas, pour l'exercice d'une activité commerciale, il doit demander une autorisation au président du tribunal du lieu où il entend exercer cette activité commerciale. Et nous avons enchaîné avec les cas des majeurs incapables. Enfin, je préfère toujours, par respect à leurs égards, parler plutôt de majeurs protégés, plutôt que d'incapables majeurs. Et nous avons retenu le cas du prodigue, as-safih, et le cas du faible d'esprit. Alors, le prodigue, ou as-safih, donc c'est celui qui dilapide ses biens par des dépenses considérées par des personnes raisonnables comme étant inutiles, ou bien considérées comme futiles, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. Et c'est beaucoup plus à sa famille parce que c'est sa famille qui a intérêt à le placer sous tutelle. Le faible d'esprit, donc vous connaissez tous le faible d'esprit, donc celui qui est atteint d'un handicap mental, l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes, et pour le protéger, et donc il faut le placer sous une tutelle. Ensuite, après les incapacités, nous avons traité les cas des interdictions. Et nous avons procédé à une classification par rapport aux activités qui sont contraires à l'ordre public et celles qui font l'objet d'un monopole de l'État. Les activités contraires à l'ordre public, je vous ai donné l'exemple du commerce, par exemple, de stupéfiants. Pour les activités faisant l'objet d'un monopole de l'État, je vous ai donné l'exemple du commerce des armes, où il y a donc la défense nationale, c'est plus élégant. Les activités réglementées, donc là, ce n'est pas une incapacité, ce n'est pas une interdiction, mais tout simplement parce que l'activité nécessite soit une autorisation ou bien il nécessite un diplôme. Et je vous ai donné quelques exemples. Le cas des laboratoires d'analyse médicale, des agences de voyage, certaines activités, comment dire, professions libérales, pharmaciens, opticiens, etc. Dans un quatrième point, après les incapacités, l'interdiction, les activités réglementées, nous avons traité le cas des incompatibilités, c'est-à-dire une interdiction finalement qui n'est pas faite à la personne eu égard à son âge ou eu égard à l'activité elle-même, mais c'est une interdiction qui est faite en raison de la fonction ou de la profession. Et là, nous avons fait la distinction entre les professions libérales qui sont considérées comme étant des activités nobles. Et donc, il y a une incompatibilité entre l'exercice de cette profession libérale qui se caractérise par sa noblesse et l'exercice d'une activité commerciale. Enfin, ce n'est pas pour dire que l'activité commerciale n'est pas une activité noble, mais c'est tout simplement pour dire qu'il y a une incompatibilité parce que dans une activité commerciale, le motif, c'est la recherche du gain, donc il y a un esprit mercantile derrière. La fonction publique, donc je vous ai donné l'exemple des fonctionnaires qui, parce qu'ils sont des fonctionnaires, donc ils défendent un peu la cause publique, ils ne peuvent pas, pour des raisons éthiques, exercer une activité commerciale. Parce qu'il y aura certainement un conflit d'intérêts. Et puis la déchéance, donc nous avons noté que la déchéance, c'est une décision judiciaire qui rend la personne inapte à exercer une activité commerciale. Donc vous avez certainement noté que cette déchéance est limitée dans le temps, généralement c'est 5 ans. Après, pendant cette période, la personne concernée peut demander une réhabilitation. La réhabilitation, c'est-à-dire i'adat i'tibar. Donc après la détermination, après la classification, après les limites à l'exercice du commerçant, donc la séance précédente, nous avons entamé les obligations du commerçant. Et vous avez noté que le commerçant a 3 obligations: l'immatriculation au registre de commerce, la tenue d'une comptabilité et l'ouverture d'un compte. Et c'est là donc où nous avons fait référence à l'article, enfin à la loi 988, parce que le code de commerce se limite à préciser ou à édicter quelles sont les obligations commerçants, mais pour l'application, il renvoie à la loi 988. Et c'est là où nous avons fait donc
la distinction entre le modèle normal. Allô, vous me suivez? Oui, monsieur, on vous suit. Oui. Yann, c'est Oui, bon, ça coupe pas? non, Non, monsieur, c'est clair. Très bien. De toute façon, ce n'était qu'un rappel, hein. oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, on a monsieur. déjà fait. Très bien. Donc, le modèle normal, et on est dans le modèle normal quand le chiffre d'affaires, ça vous l'avez aussi noté, quand le chiffre d'affaires dépasse 10 millions de dirhams. Et donc, ce n'est pas tant le critère du chiffre d'affaires que la présentation qui nous intéresse, mais plutôt le livrable. Et vous avez remarqué que dans le modèle normal, le livrable, c'est 5 états de synthèse, le bilan, le compte de produits et charges, l'état de solde de gestion, le tableau de financement et l'éthique état des informations complémentaires. Quand on est dans le modèle simplifié, parce que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams, nous présentons également des états de synthèse, mais on est dispensé de l'état de solde de gestion, du tableau de financement et de l'éthique. Enfin, même si fondamentalement, il y a un souci par rapport à cela, parce que l'éthique, c'est quand même un document important. Puis, vous avez le cas des personnes physiques. Quand le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams, alors il y a une certaine facilité pour ces commerçants, puisqu'ils ne sont ni dans le modèle normal, ni dans le modèle simplifié, et ces personnes présentent leur comptabilité sous forme d'un registre organisé sous forme de recettes et de dépenses. Voilà, et puis avec quelques questions autour sur la différence entre produits et recettes, charges et dépenses, etc. Mais ça, c'était beaucoup plus pour vous aider à comprendre la différence entre présentation sous forme d'un compte de produits et charges et une présentation sous forme d'un registre recettes-dépenses. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. OK. Alors, quand j'avais demandé la dernière fois, je vous ai posé la question par rapport aux états de synthèse. Ça, c'est à la limite, c'est dans le cadre de votre cours de comptabilité, mais personnellement, je ne fais pas de distinction parce que tout est important. Si on doit traiter la comptabilité, la fiscalité, l'analyse financière et le droit, il ne faut pas le faire de façon un peu dichotomique et raisonner par matière. On est dans l'entreprise et l'entreprise est un tout. L'entreprise est une combinaison de moyens, moyens humains, moyens techniques ou moyens organisationnels, et tout est important. C'est vrai que chaque entreprise est un cas unique, mais pour vous, pour les jeunes, il ne faut pas faire cette distinction, il ne faut pas raisonner matière, il faut que les matières se complètent. Donc, quand vous dites état de synthèse, faites attention, si vous passez à l'entretien, évitez de confondre état de synthèse et organisation comptable. Par exemple, la dernière fois, vous m'avez dit bilan, et puis certains d'entre vous, ils m'ont dit grand livre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. CPC, puis, Oui, monsieur. puis vous m'avez dit journal, tableau de financement, Balance. puis c'était d'autres mots, on dit balance. Donc, il faut faire attention. État de synthèse, c'est état de synthèse. Donc, bilan, compte de produits et charges, tableau de financement, état de solde de gestion et éthique. Éthique, état, des informations complémentaires. Le journal, grand livre et balance, ça, c'est plutôt votre organisation. C'est l'organisation comptable. Organisation comptable. Et c'est parce que la comptabilité est organisée de cette manière, un journal, deux grands livres, trois balances, que vous êtes en mesure de produire les états de synthèse. Si on n'était pas organisé comme ça, je n'aurais jamais un bilan, ni de CPC, ni de tableau de financement, etc. Alors, l'organisation comptable, c'est elle qui permet d'avoir les états de synthèse. Donc, un journal. Donc, le seul contact, enfin aujourd'hui, aujourd'hui, il fut un temps où tout est fait manuellement. Aujourd'hui, quand on dit je suis un comptable et que
ma mission, c'est de faire une comptabilité conformément à la loi. On est vraiment dans des cas on est dans des logiciels où le seul contact qu'a l'homme avec la machine, c'est à travers le journal. Point. C'est une question d'enregistrement des opérations. C'est un enregistrement comptable. Et si vous l'appelez journal, c'est pour faire référence à la chronologie. C'est-à-dire, c'est un enregistrement des opérations de façon chronologique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle un journal. Vous me suivez? Oui, monsieur, par jour. Oui, monsieur. Donc, c'est une question de chronologie. Donc, j'achète, j'enregistre. Je vends, j'enregistre, etc., etc. Donc, pourquoi un grand livre? Pourquoi ne pas se limiter à un journal? Il faut un grand livre. Alors, je vous écoute. Pourquoi le grand livre? Quelle est l'utilité du grand livre? C'est savoir les soldes de chaque compte. Monsieur, et le Très bien. grand livre est plus détaillé. Plutôt plus concentré. D'accord. De savoir Plus les recettes concentré. et Par dépenses de exemple, chaque opération. voilà, par exemple, j'ai 100 dirhams dans mon compte banque. D'accord? Je fais une opération de vente et j'encaisse. Donc, j'ai touché le compte banque. Deuxième opération, je fais un achat. Je paye par chèque. Je touche encore une fois le compte banque. J'ai une créance et le client, il vient de me payer. Donc, je solde le client et je touche le compte banque. Donc, dans un journal, il m'est difficile de suivre, n'est-ce pas? De suivre le compte banque. L'intérêt du grand livre, c'est de me donner de manière claire et précise toutes les opérations L'écriture du journal. Voilà, qui ont touché mon compte banque. Et le plus important, c'est d'avoir un solde. Et donc, au lieu de le faire chronologiquement, n'est-ce pas? Je me réfère au grand livre et le grand livre, il me communique une information, il me communique un solde par compte. Et donc, puisque je dispose de tous les soldes débiteurs et tous les soldes créditeurs, je peux avoir une balance. Et donc, la balance, pourquoi une balance? Pour l'équilibre, n'est-ce pas? Oui, C'est-à-dire, je dois vérifier que sigma des soldes créditeurs égale sigma des soldes débiteurs. Donc, quand je dis ma balance est équilibrée, ce n'est pas pour dire que ma comptabilité est régulière, ce n'est pas pour dire que ma comptabilité est sincère, mais tout simplement pour dire que j'ai respecté le principe. Quel principe? Soit débiteur égale soit créditeur. Et donc, vous êtes dans le principe de la partie double, je pense. double. Très bien. La partie double. Partie double. Et qu'est-ce que ça veut dire partie double? Action égale partie. Oui, enfin, ça veut dire, ça c'est la conséquence. Ça c'est la conséquence. C'est parce que vous avez respecté le principe de la partie double que total actif égale total passif. Soit débiteur égale soit. Oui, ça veut dire que respecter le principe de la partie double, ça veut dire que quand je débite un compte, je dois créditer au moins un autre compte. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est ça le principe de la... Quand je débite un compte,
je crédite au moins un autre compte. Et vice-versa. Vale? Vale. Vale, ok. Si. Maintenant que j'ai une organisation comptable organisée, journal, grand livre, balance, je peux avoir un bilan, un CPC, un état de solde de gestion, un tableau de financement et un état des informations complémentaires. Très bien. Alors, le bilan, il me renseigne sur quoi? Pourquoi un bilan? Donnez-moi un mot-clé. Pour avoir Pour une image synthèse. du patrimoine de l'entreprise. Très bien, donc le mot-clé, patrimoine. Ça, le mot-clé. CPC, le mot-clé. Gestion. Produits et charges. Charge et Déterminer le résultat de l'exercice comptable. Résultat. État de solde de gestion. Pour avoir une idée sur l'analyse financière de l'entreprise. Bon, l'état de solde de gestion est utilisé par l'analyste financier, mais quel avantage il présente par rapport au CPC? les soldes de gestion significatifs. Résultat Les soldes plus de détaillé gestion. que le CPC. Très bien, les soldes de gestion. Et que vous avez fait un peu d'analyse financière. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Le tableau de financement, mot-clé. L'activité et le résultat de l'entreprise. Là. Les soldes intermédiaires de gestion. Capacité de financement de l'entreprise. Non, Les soldes intermédiaires de gestion. Monsieur, outil d'analyse. non. Les soldes intermédiaires de gestion. Le tableau de financement, c'est pour. Les soldes intermédiaires de gestion. Pour savoir la Oui, trésorerie enfin, de tout. l'entreprise. Oui, tout peut être considéré comme étant un outil d'analyse. Monsieur, avoir une vision Quand on patrimoniale de la solidité financière de l'entreprise. Synthèse de bilan. D'accord, mais donnez-moi. C'est un diagnostic de- Monsieur, pour Outil savoir de les flux de la diagnostic trésorerie. financier. Oui, mais vous ne me donnez pas les Analyser les éléments. déséquilibres. Oui, équilibre, excellent. L'autonomie financière. Équilibre. Et donc, pour juger l'équilibre, qu'est-ce que vous calculez? Qu'est-ce que vous déterminez? Le résultat net de l'exercice. Là. Les ressources. Oui, justement, on est dans les ressources emploi. Donc, Activement passif. même, Activement passif. là, actif moins passif égale 0. ما عرفتوش؟ Non, monsieur. Non, monsieur. لا غير ما فكرتوش مزيان ما انتم حسبتوها ياك كالكوليتو الفوند رولمون Oui. وحسبتو البوزوان فوند رولمون. Non, monsieur, pas Non, encore. Non, monsieur, pas encore. داكشي علاش ما عرفتوهاش صافي سي با غراف. Donc fond de roulement, besoin en fond de roulement, c'est donc deux grandeurs pour apprécier, pour juger l'équilibre financier. Et donc c'est à travers le tableau de financement. Et puis l'éthique, c'est toutes les informations complémentaires. L'éthique, finalement, c'est le respect du principe de l'importance Significatif. significative. Très bien. Le respect du principe de l'importance
significative parce que le respect de 7 principes comptables, et que vous les connaissez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, les 7 principes comptables fait que, en respectant les 7 principes comptables, j'ai une comptabilité régulière et sincère. Donc, il constitue le fondement de votre comptabilité. Et donc, finalement, si moi je vous en parle aujourd'hui, c'est pour dire que la comptabilité, ce n'est pas une affaire uniquement des gestionnaires, parce que derrière, il y a un droit comptable. Et c'est le respect de ce droit comptable qui fait que vous disposez des états de synthèse qui reflètent l'image fidèle. Et parce que vous disposez des états de synthèse qui reflètent l'image fidèle, vous pouvez faire une bonne analyse financière. Je ne peux pas faire une bonne analyse financière à partir d'un bilan qui ne reflète pas l'image fidèle. Ça ne sert strictement à rien. Après, quelle différence y a-t-il entre le bilan et le compte de produits et charges? Puisque même le bilan, même dans un bilan, vous avez un résultat net. Alors, quelle est la différence entre le résultat net que vous avez ici et le résultat que vous avez dans le CPC? C'est le même résultat. Alors, pourquoi 2 documents alors? Monsieur, dans le bilan, on a dans le résultat, les actifs est égal au passif. Et dans le CPC, on a les produits est égal aux charges. D'accord, ok. Bon, écoutez, quand vous dites un bilan, vous avez par exemple, alors actif, passif. Alors, je prends capital social 100 dirhams. Donc, j'alimente le compte banque. Est-ce qu'on peut considérer ce document comme étant un bilan? Oui, non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un bilan? Déjà, on Quel a est- comptabilisé le capital et la banque. Alors, parce que vous avez 2 colonnes, une colonne pour les ressources, n'est-ce pas? Et une colonne pour les emplois. Alors, pour nous, juristes, on ne raisonne pas ressources, emploi, on raisonne obligation et droit. C'est-à-dire, quand vous appelez bilan ressources dépenses, nous le considérons en termes de droit et d'obligation. Ça va? Oui, monsieur. Oui, Très bien. Mais au-delà de l'appellation, est-ce que c'est ressources ou obligations, le passif et l'actif doivent répondre à la même question, mais ça va dépendre de quel angle on voit la chose. Si je vous dis, l'entreprise dispose d'une ressource de 100 dirhams. Pour le moment, je ne suis pas dans le bilan, je suis dans la ressource. J'ai une ressource de 100 dirhams. Mais quand je vous dis les 100 dirhams, ils ont été versés dans un compte bancaire, je suis dans un bilan. Ou alors, si je vois la chose de l'angle de l'actif, je vais vous dire, j'ai dans mon compte 100 dirhams, quelle est l'origine de ces 100 dirhams? Donc, c'est le passif qui va Oui, répondre. monsieur. D'où vient l'argent? Où va l'argent? Tout à fait, excellent. Alors, je vais utiliser les 100 dirhams pour acheter un stock de marchandises. Donc, bien évidemment, je n'ai plus les 100 dirhams dans mon compte. On est d'accord? Oui, monsieur. Et c'est toujours un bilan. Et c'est toujours un bilan. Pourquoi? Parce qu'il répond toujours à la même question. J'ai dans mon stock 100 dirhams. Quelle est l'origine de l'origine? L'origine, c'est le capital social. Ou alors, je vais vous dire, vous avez apporté un capital de 100 dirhams. Comment
avez-vous utilisé les 100 dirhams? Vous allez me dire, c'est pour acheter un stock de marchandises. Donc, dans les deux cas, j'ai la réponse à la même question. OK? Oui, monsieur. Ce stock, je le vends à un client pour 120 dirhams à crédit. Donc, je n'ai plus de stock. On est d'accord? Donc, dans mon actif, j'ai une créance de 120 dirhams. Quelle est l'origine de cette créance de 120 dirhams? C'est la vente d'un stock de marchandises que j'ai acquis pour 100 dirhams. On est d'accord? Oui. Mais il manque 20 dirhams. Est-ce que vous pouvez la justifier? C'est le profit. D'accord, donc c'est ce que vous mettez ici. Résultat net 20. On est d'accord? Donc, c'est un bilan. Pourquoi? Parce que j'ai deux ressources. J'ai le capital social et j'ai mon résultat. Alors, comment j'ai fait pour utiliser ces ressources? Je les ai toujours chez mon qui? Créancier. Donc, chez mon client. C'est moi qui suis le créancier. Lui, il est débiteur. Allô? Oui, monsieur, on vous entend. C'est moi qui suis le créancier. Le client, c'est le débiteur. Monsieur. Está claro? Claro. Ah, claro. Si. Bien, 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 bien. Très bien. Maintenant, le bilan, tout ce qu'il peut vous donner comme information, c'est de vous dire que nous avons réalisé un résultat de 20. Mais il ne peut pas vous expliquer le comment. Et c'est là où intervient le CPC, le compte de produits et charges, qui est organisé autrement, mais cette fois-ci sous forme de produits, n'est-ce pas? Et de charges. Et donc le CPC est là pour vous expliquer le résultat. Le résultat que vous avez au bilan est expliqué au niveau du CPC parce qu'on va vous dire si nous avons réalisé un résultat de 20, c'est parce que nous avons vendu à 120 ce que nous avons acheté à 100. Allô? Oui, monsieur. Ça va, c'est bon? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Et bien évidemment, votre CPC, il est organisé par activité, puisque vous avez l'activité exploitation, puis vous avez financière, l'activité finance, donc le résultat financier. Les deux Et l'activité non courante. permettent d'avoir là un résultat courant, les deux. Résultat courant. Après, résultat non courant. Résultat non courant, il permet d'avoir le résultat avant impôt, moins l'impôt, et vous avez votre résultat net. Alors, quel est l'apport de l'état de solde de gestion? Qu'est-ce qu'il apporte, l'état de solde de gestion? Résultat avant impôt. Là, le CPC, il vous explique le résultat, mais l'état de solde de gestion, quelle est l'utilité de l'état de solde de gestion? C'est donc de transformer, enfin transformer, c'est de décliner le résultat net en solde. Au lieu d'avoir à la fin un résultat net de 20, l'intérêt de l'état de solde de gestion, c'est de vous dire, j'ai réalisé un résultat de 20 parce que j'ai une marge 2, j'ai une valeur ajoutée 2, j'ai un excédent brut d'exploitation 2, j'ai un résultat d'exploitation 2, etc., etc., pour arriver à ce résultat de 20. Donc, l'état de solde de gestion est plus explicite. L'état de solde de gestion, on raisonne en termes de solde plutôt que de résultat. Vale?
Bale, professeur. Pour le tableau de financement, c'est pour, vous l'avez dit, pour juger de l'équilibre financier de l'entreprise à travers le fonds de roulement par rapprochement entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. L'objectif, c'est de répondre à une question, est-ce que j'arrive à financer mes emplois stables par des ressources stables? Puis, l'activité génère un besoin en fonds de roulement, déterminé arithmétiquement par une différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Et donc, cet emploi, puisque je parle d'un actif circulant, moi, le passif circulant, donc finalement, c'est la partie de mon actif circulant que je n'arrive pas à financer par mon passif circulant. C'est cette partie, justement, que nous appelons le besoin en fonds de roulement. Le B, besoin pour dire, c'est un besoin que je dois absolument financer. Et l'équilibre financier ou l'orthodoxie financière veut que ce besoin en fonds de roulement soit financé par le fonds de roulement, c'est-à-dire un excédent après avoir financé mon actif immobilisé. Et ce besoin en fonds de roulement, il doit être totalement financé par ce fonds de roulement. Parce que si je n'arrive pas à le faire par le fonds de roulement et donc par le haut du bilan, c'est que je vais devoir le faire par le bas du bilan. Arithmétiquement parlant, ça ne pose pas de problème. Mais financer un besoin en fonds de roulement par le bas de bilan, c'est-à-dire par la trésorerie passive, revient finalement à financer une ressource qui devient stable par un emploi. Un emploi qui est stable revient à le financer par une ressource qui n'est pas stable, d'abord parce qu'il est éphémère et surtout parce qu'il génère des frais parasitaires qui cannibalisent votre rentabilité. Donc voilà, si vous voulez, le lien qui existe entre les différents états de synthèse. Et donc, quand nous, hommes de droit, nous parlons des états de synthèse, eh bien, on est dans quelque chose qui constitue un tout indissociable. C'est-à-dire, nous ne raisonnons pas uniquement par rapport au bilan, indépendamment de ce qui se passe dans l'état de solde de gestion ou indépendamment de ce qui se passe dans les autres états de synthèse. Donc, état de synthèse, pour un juriste, c'est un tout indissociable. Voilà, et ça doit être la même chose pour vous, futurs économistes ou futurs gestionnaires. Quand vous parlez des états de synthèse, il faut que ça soit clair dans votre tête que vous êtes dans des états qui constituent un tout indissociable et ça va dépendre du modèle. Est-ce que vous êtes dans le modèle normal ou est-ce que vous êtes dans le modèle simplifié? Voilà, donc en tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à cela, mais je risque de faire un hors-sujet. Donc, je reste sur ce que doit absolument savoir un juriste. Voilà pour le premier axe. Le premier axe, acte de commerce, commerçant. Alors, avant de passer au deuxième axe, alors, vous allez prendre un bout de papier. Alors, vous allez lire la question. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc très bien. Donc, vous allez lire la question, la première question, et vous allez répondre, et on va corriger ensemble. Donc, indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 du Code de commerce, ils sont réputés actes de commerce. Première proposition, le chèque. Deuxième proposition, la lettre de change. Troisième proposition, le billet à ordre signé, même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Alors, les bonnes réponses, je vous écoute. C.
C et B. Très bien. B et C. Très bien. La bonne réponse, c'est B et C. C'est bon? Oui, monsieur. Allô? La deuxième question. On vous entend. Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation de s'immatriculer. Oui, Monsieur termine, je voulais répondre. Termine. ah, c'est bon, il a fait tout la question, vous pouvez répondre. C'est bon. Monsieur, les trois, Oui, je monsieur. réponds les trois. Les trois. Oui, monsieur. Immatriculation. Très bien. Troisième question. Alors, le commerçant tient une comptabilité. Est-ce que c'est conformément à la loi 988 ou est-ce que C'est la c'est première. la loi 8? Non, monsieur. A. La première. 9,88. Quatrième question. La notion d'acte de commerce permet de délimiter le domaine du droit commercial dans une conception objective par rapport à la conception objective, de définir les commerçants. 2. B. Pardon? B. B, monsieur. Mars. Non, monsieur. Monsieur, وقيلا حيت كاينين دي كوميرسون اللي ما عندهمش لو ريجستر دو كوميرس. Alors, les réponses les indiquent, il y a A ou la B? Non, monsieur, les deux. A et B. A et B, effectivement. Oui. La bonne réponse, c'est A et B, parce que la notion d'acte de commerce, il a le schéma d'INA. Oui. Monsieur, s'ajoute aussi les articles 6, 7, 8, 9 du Code de commerce. La notion d'acte de commerce, il permet de délimiter le domaine du domaine commercial, du droit commercial. Il permet de définir les commerçants. Donc, comme les deux réponses. Donc, فاش كيوقع لكم مشكل في l'examen, مثلا ما جاوبتوش على هذه مشات لكم هذه. Monsieur, on a un QCM. Là, si jamais le jour de l'examen vous avez un QCM, جاوبوا تكونوا متأكدين من la réponse. Oui, monsieur. إلا درنا مثلا أو هي A et B كيمشي لنا لا كيسيون كاملة. مشات لك هذه كامل. حتى كنساليو وكنخرجوا الريزولتا عاد ديك الساعه كنشوفوا الا جابوا مثلا 70% فاليداو بقات واحد 30% ولا بقات 20% كنخليو الامور كما هي. الا بانوا لينا 30% هما اللي فاليداو كنرجعوا اون ريفوا لو باغيم. كنقولوا واخا تجاوب غير على اعطيه واحد 0.25 ولا اعطيه واحد 0.50. Donc, l'eau qui une correction sévère. Après, en fonction du résultat, on peut adapter le barème. Ça va, c'est bon? Merci, c'est mieux de dire QCI. Même? ما كديرش QCI. Là, كندير QCM. حيت QCM سهل من KCU. Non, بالعكس. Que c'est eux qui ont une seule réponse, donc تكون ولكن عارفة une seule شنو réponse, داير. إلا زقلتيها مشيتي. كتكون باينة بعدا. Mais pas toujours. لا إلا كنتي bien révisé كتعرف Non, هاني. monsieur, واخا monsieur كيسيو كتكون مجاوب واحد يعني كتكون متأكد منه. كيسيو دابا لا كانوا جوج ولا دابا ثلاثة كاع إلا تقدر دير جوج وما ديرش الثالث.
مشى لك المهم هي الثالثة عندك فيها غير شوية شك كتردد كتولي داير غير جوج. كتولي دايرة جوج هادي مشكل. الوغ فين عندي لي كيسير. دير لينا كيسي مسيو. غادي ندير لكم الدجاج. ملي وليتو تفطرتوا غندير لكم الدجاج نتوما. Alors, lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent. لا شتي راه علاش ما كتفاليديوش كتزربوا. خليه يكمل بعدا. Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial elles s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial, ou à la partie pour qui l'acte est civil, ou là aux deux parties, ou là aucune de ces personnes n'est correcte. Aux deux parties. Monsieur, deux parties. Non? Aux deux parties. Monsieur, il est mixte. Là, justement, l'acte il est mixte. On est Oui, monsieur. الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو هذا. Les règles du droit commercial ne s'appliquent qu'à la partie pour qui l'acte est commercial. مسيو ولكن جينا في هذه البارتي قلنا ان هذا كيتعتبر النقد كي ميكست. ايه دابا السؤال ماشي هو واش لاكت اي ان اكت ميكس او با. ما قلناش واش لاكت اي ان اكت. السؤال هنايا en aucun moment je ne parle de l'acte est-ce que c'est un acte commercial ou la civil ou la mixte. هنا la question est-ce que les règles du droit commercial ils vont s'appliquer à la partie pour qui l'acte est commercial ou à la partie pour l'acte il est civil ou là les deux parties ou là aucune des réponses n'est correcte. Allô? Oui, monsieur. Ah oui, monsieur, oui. On a compris. Hein. Oui, monsieur. Alors, lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est commercial. Aucune de ces réponses n'est correcte. Et Allah. Monsieur, on n'a pas compris la vérité de la question. Un acte mixte. C'est un acte mixte. Oui, monsieur. L'acte mixte parce qu'il est commercial pour l'un et civil pour l'autre. Pour l'autre, oui. Pour l'autre, oui. حنا دابا لو دروا كوميرسيال بغينا نطبقوه. واش نطبقوه على لي لاكت ديالو سي ان اكت كوميرسيال ولا سيفيل؟ Commercial. Commercial. Oui. Donc هذه صحيحة. C'est-à-dire أنا je peux أشناهي peuvent être opposées. هي ممكن أنني نواجهك بلي règles du droit commercial. بما أن l'acte oui. commercial pour vous, parce que c'est vous qui êtes commerçant. Donc, un cas partie civile, ممكن نواجهك بلي règles du droit commercial. Oui, monsieur, ممكن. ممكن. Monsieur, والعكس صحيح. والعكس صحيح. Donc, madame c'est صحيح, ستة تكون صحيح. Donc, A et C. Donc, A et C. Donc هادشي علاش الكيسام مزيان كيبين ماشي غير واش عرفتي لا بون ريبونس واش فاهم. Ah oui. Monsieur, j'ai pas bien compris. مزيان. دابا عندنا A وعندنا B. هذا كوميرسون
وهذا médecin ولا avocat. OK. Oui, Oui, monsieur. monsieur. هذا propriétaire d'un local. هذا le local il l'a donné en location لهذا. Donc هذا l'acte c'est un acte Mix. mixte. Commercial. Il est commercial pour هذا و il est civil Pour pour l'avocat. هذا. مزيان. Oui. Donc كاين un litige. مزيان. Oui, monsieur. Oui, monsieur. oui, monsieur. Oui, on a de monsieur. l'avocat. مسيو l'avocat. عفاك هذاك اللوكال بي هو اللي باعو الأب كراه الأب. B هو اللي كراه الأ. Civil. C'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Donc l'avocat ناض بغى يستعمل لو droit commercial. ملي كنقولوا بغى يستعمل لو droit commercial c'est-à-dire كل ما يخوله له لو droit commercial, c'est-à-dire en matière de preuve. La preuve. مثلا en matière de... Allô? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. بمعنى السؤال المطروح هو واش لافوكا ممكن يستعمل لو دروا كوميرسيال ضد لو كوميرسون. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. هي هذا الجواب هي هذه. peuvent être opposés à la partie pour qui l'acte est commercial. هي هذه اللي قلت لكم دابا اللي شرحت لكم دابا. Oui, C'est-à-dire que monsieur. c'est-à-dire هذا اللي هو سيفيل ممكن يستعمل لي ريغل دو دروا كوميرسيال ضد لو كوميرس. Oui, monsieur. S'il y a un litige ou là, un problème. مسيو ولكن واش الكوميرسون يقدر يستعملو ضد السيفيل. Mais le commerçant ne peut pas utiliser les règles du droit commercial contre l'avocat. Pourquoi, monsieur? Monsieur, mais c'est un petit peu injuste. هذا سيفيل. Ah, il هذا n'est اللي pas استعملت commerçant. حيت هذا اللي استعملت ضدو لو دروا كوميرسيال سي باسكو لي كوميرسون. Ah oui. Monsieur الآخر غنمشي للدروا سيفيل. كتستعمل سيفيل. سيفيل حيت هذا n'est pas un commerçant. Ah, d'accord, monsieur. Monsieur. C'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Oui, monsieur, oui. Et donc إلا جاوبنا على هذه صحيح راه خصنا حتى هذه نجيبو نقولوا ne peuvent être opposés à la partie pour qui l'acte est civil. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Oui, monsieur, oui. 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 Les obligations nées à l'occasion de leur commerce. Bon, هذه ما دويناش عليها donc مزيان نيت باش تعرفوها. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par bon غنقولها لكم بطريقه plus simple. Donc كاين un contrat donc بين commerçant ou un commerçant. مثلا commerçant اش غادي ناخذوا quelqu'un qui fait de l'achat pour la revente وغناخذوا هنا لا بنك. مزيان. Oui, monsieur. هذا عنده كونت في البنكه. جا عطى واحد مره واحد الشيك وما كانوش عنده الفلوس خلصاتو له البنكه. داك البنكه كتسالو 10000 درهم. Allô? Oui, monsieur, on vous entend. Monsieur, oui. Donc شحال كتسالو البنكه؟ 10 000 dirhams. إلا بغات 10 000 تدعي درهم. البنكه إلا هاد البنكه بغات تدعي هاد لو كوميرسون شحال ما خصهاش تفوت؟ هذا هو السؤال.
واش 5 ans, واش 10 ans, 5 ans, 15 ans, غتكون 5 ans. 5 ans. Oui, Très غتكون bien. 5 ans Le minimum. plus tôt possible. Très bien, هذه la bonne réponse. مزيان؟ Oui, Monsieur, monsieur. C'est bon. مسيو دابا في ان كيسام نقدروا نلقاو اجوبه فيهم اسئله فيهم كيسام وسؤال مثلا بحال هذا كيسي فيه غير سؤال واحد اللي صحيح. اييه effectivement. داكور مسيو. Monsieur, هذا c'est pour le cas d'une banque, mais pour les fournisseurs. شحال ديال la durée pour مثلا client fournisseur commerçant 5 ans. commerçant 5 ans. 5 ans. D'accord, monsieur. هذا جاوبنا عليه قبيله ياك 4 Oui. صافي 4 جاوبنا عليه ندوز. Oui, monsieur, غير Oui, monsieur. جاوبنا عليا ب 5 وي مسيو. لا كنتسناكم تجاوبوا. داكشي علاش سكت. كتقراو ياك؟ Oui, Oui, monsieur. monsieur, oui. Monsieur, وي. B. B et D. لا déjà A. Non, non. A صحيح. Déjà A, c'est une bonne réponse. Enfin, désolé, j'ai envie de vous expliquer tout le temps en simplifiant, mais je crains que parmi vous, il y ait des francophones. J'imagine que dans le groupe, il n'y a pas que des Marocains. Oui, monsieur. Oui, monsieur, il y a des francophones. Voilà, donc c'est pour ça que parfois je reviens, mais je ne le fais pas exprès, mais il faut que je m'exprime en langue française pour Oui. par respect à leur égard. OK? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger. Donc, il faut faire attention parce que là, je parle des mineurs étrangers. Oui, Donc, monsieur. 18 ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Donc, c'est une bonne réponse. Oui, c'est juste. Oui, monsieur. 18 ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité inférieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. C'est juste aussi, monsieur. 18. Non, monsieur. C'est juste, monsieur, 18 ans. Non, monsieur, c'est juste. Pourquoi juste? 18 ans. Oui, parce que l'âge qui est décidé par la loi marocaine, c'est 18 ans. C'est 18 ans. Non, monsieur. C'est vrai qu'il doit demander une Donc, on autorisation. s'en fout de sa loi nationale. Autorisation Voilà, d'un juge. Voilà, donc c'est parce que l'âge retenu, c'est 18 ans, qu'il doit demander une autorisation. Oui, monsieur. C'est bon? C'est bon. Oui, monsieur. Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer. Il ne peut exercer le commerce qu'après inscription de cette autorisation au registre de commerce. Il peut exercer le commerce sans autorisation du président. Aucune de ces réponses. Monsieur A, B et D. L'arrière A et B. A. Ah, monsieur, il est obligé de s'inscrire au registre du commerce. Oui, tout à fait. Mais les Marocains, non. Les Marocains, là,
Un commerçant a l'obligation de s'immatriculer au registre de commerce. D'accord. Mais même si monsieur il n'est pas immatriculé, mais on peut le considérer comme un commerçant. C'est parce que vous l'avez considéré comme un commerçant qu'il doit s'immatriculer. D'accord. Mais il est obligé de s'immatriculer. Tout à fait. Il est donc obligé de demander une autorisation et il est obligé donc de faire une inscription au registre de commerce. Pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple une banque qui veut ouvrir un compte, quand il va demander l'inscription au registre de commerce, il va constater que ce majeur, enfin que ce mineur, il a eu une autorisation. Oui, monsieur. Allez, dernière question, avant-dernière. La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari, peut exercer le commerce avec autorisation de son mari, ne peut pas exercer le commerce. Aucune de ces réponses n'est correcte. Monsieur A. D. Sans autorisation. Sans autorisation. C'est A. Oui. Had B راكانت avant 1996. Oui, monsieur. On n'a pas les limites. Voilà, avant 96, il fallait une autorisation. Donc après 96, donc la femme peut exercer le commerce sans autorisation. C'est bon, monsieur. Alors, tout commerçant pour les besoins de son commerce, comme عارفينها. Oui, monsieur. ABC. A ou B ou C. A ou B aussi. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, monsieur, merci. Excellent. C'est tous liés à l'emploi du temps.